Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission Culture News, une émission qui, cette semaine, va faire le point sur cette campagne céréalière qui a été pour le moins très particulière. Alors, pour en parler, des experts et pas des moindres, puisque j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Michaël Jacquemin, céréalier dans la Marne, mais pas que céréalier, Michaël. Bonjour Jean-Paul. Oui, pas que céréalier, également vice-président de Agri-Demain. La communication, c'est important pour moi. Et puis également vice-président du co-farming, le numérique dans l'agriculture, c'est important aussi. Bon, et j'accueille aussi Laurent Vitos, directeur général de la coopérative Val France. Bonjour Laurent, tu couvres quelle région avec la coopérative ? Alors nous, la coopérative Val France, elle est située essentiellement en Seine-et-Marne et dans l'Oise. D'accord. J'accueille aussi Julien Vaugout. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Alors, tu es chef produit herbicide céréales et colza Saint-Jata et aussi, je le rappelle, agriculteur dans l'Eure et Loire. Rappelle-moi un peu les productions que tu fais. Voilà, donc on est sur une ferme céréalière traditionnelle sur des grandes cultures. Top départ pour cette nouvelle émission Culture News. Alors, les amis, on va attaquer droit au but direct. Michaël, tiens, par exemple, ça a été la catastrophe, cette récolte, cette moisson céréales cette année. Ça a été très très compliqué, elle a été très très longue, tardive et longue, et elle est d'ailleurs pas finie. Dans mon département, dernière enquête qui date du 8 août, il restait 1900 hectares à récolter, on va la mettre à jour la semaine prochaine, mais nous on est encore inquiets, on estime environ plus de 1000 hectares qui n'ont pas été récoltés ou qui ne seront pas récoltables. Côté rendement, côté qualité. Décevant par rapport au potentiel qu'on avait a priori en visuel. On avait des belles céréales et au final, on est sur des rendements qui sont très moyens. Julien, toi, tu as pu passer entre les gouttes ? Oui, alors effectivement, c'est sûr qu'on a quand même connu un retard de la moisson qui, au fur et à mesure, a pénalisé aussi la qualité et les PS des blés. Après, je dirais qu'on ne va pas se plaindre, on est en intermédiaire et on arrive quand même à retrouver des moyennes intéressantes. Mais c'est sûr que dans le temps, on a été pénalisé par les différentes nuées de pluie, quoi. Et toi, Laurent, à l'échelle de la coopérative, puisque tu as une vision un peu plus large, au nord de Paris, ça se passait comment ? Alors, moi, Seine-et-Marne et Oise, encore une fois. Donc, Oise, nord de Paris, Seine-et-Marne, est de Paris. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. On a eu une moisson très compliquée. On est, pour ainsi dire, sur la fin de la moisson. Il nous reste quelques champs par-ci, par-là à récolter, mais on peut dire qu'elle est quasiment finie. Elle s'est vraiment coupée en deux. Il y a eu avant les pluies de fin juillet et après les pluies, avec une dégradation effectivement de la qualité, comme il vient d'être dit, notamment sur les PS. C'est la grosse problématique cette année en France. On peut rassurer nos clients, ils auront la marchandise et la qualité requise. Alors, tu dis qu'il y a encore des parcelles qui ne sont pas moissonnées, ça veut dire que les semis de colza, c'est plus qu'en retard. La moisson a été décalée. Alors, on ne peut pas dire que la moisson est en retard. On va dire, nous, on considère que la moisson est redevenue dans une norme que l'on avait oubliée depuis des années. Ce n'est pas une moisson retardée par rapport à un historique sur 20 ans. Mais effectivement, ce décalage d'un mois par rapport à ce qu'on a connu les 3, 4, 5 dernières années fait en sorte que tous les semis qui vont se succéder vont être retardés. Et notamment, le premier impacté, c'est les colzas. Alors, si on revient un peu quand même sur cette année, elle était quand même très particulière, mais il y a quelque chose qui se développe de plus en plus et qui pose problème, Julien, et tu vas avoir l'occasion d'en parler, c'est quand même le désherbage qui devient de plus en plus compliqué sur le plan technique. Alors oui, c'est vrai Jean-Paul, effectivement, le désherbage au sens large, c'est vrai en céréales, mais c'est vrai sur d'autres cultures, devient de plus en plus problématique. Et aujourd'hui, quand on interroge les agriculteurs, c'est clairement, dans le raisonnement de l'itinéraire cultural, le point qui revient en tête. Et on a pu le voir aussi quand on a fait les tours de plaine de pré-moisson, où il n'était pas rare de voir des parcelles de céréales avec des ronds de raie gras et des ronds de vulpin. Donc ça, c'est vrai que c'est préjudiciable. Et à la moisson, très clairement, dans ces ronds-là, le rendement escompté n'est pas là parce qu'il y a une forte concurrence qui est exercée. D'où l'importance en amont d'essayer de bien raisonner sa stratégie pour limiter, pour préserver le potentiel de rendement, limiter aussi l'impact des résistances parce que c'est un vrai souci et c'est pourquoi le désherbage est problématique, mais aussi limiter le stock grainier pour les années futures. Donc ça, c'est important. Et le message qu'on peut faire passer, c'est vrai qu'il faut bien raisonner en amont la globalité,
essayer d'activer l'ensemble des leviers possibles, alors surtout agronomiques. On a parlé de rotation, et notamment Michael qui a beaucoup de cultures, je pense que ça, il a pu le noter, c'est que plus on alterne les cultures et on gère ces rotations, moins on a des soucis de désherbage. Après, il y a aussi les leviers mécaniques. Et enfin, il y a la stratégie de désherbage en tant que telle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les bases racinaires, dès lors qu'on est à l'automne, permettent un peu de préserver le potentiel de rendement et d'aller chercher des efficacités. Et le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions efficaces à l'automne. Par contre, on va les compter sur le doigt d'une main. Donc, l'objectif pour nous tous, c'est de les conserver au mieux. Et les conserver au mieux, c'est bien respecter les conditions d'emploi qui accompagnent ces produits. Et je peux prendre l'exemple notamment du prosulfocarbe. Aujourd'hui, le prosulfocarbe est une matière active intéressante sur céréales, sur aigras, sur vulpin. Par contre, on sait qu'on a des conditions d'emploi à respecter, qui sont les buses, antidérives, et l'interdiction d'être utilisé à proximité de cultures non cibles comme les vergers. Et on doit vraiment bien respecter ces conditions-là. Et pour les respecter, on a lancé une application qui s'appelle Calicip, que vous pouvez charger sur vos smartphones ou vos PC. Et en 3 clics, vous sélectionnez votre produit, vous sélectionnez votre parcelle tout simplement sur la carte, et via un code couleur, on vous dira si oui ou non vous pouvez l'utiliser et sous quelles conditions. Et ça, ce sont une application qui est interopérable aussi, qui sera interopérable avec les outils de management parcellaire. Et c'est très important pour accompagner les agriculteurs dans la bonne utilisation de nos produits et pouvoir les conserver demain pour rester compétitifs avec des solutions efficaces. Il y a des bonnes nouvelles. On va vous montrer une vidéo qui va vous donner un peu de baume au cœur, puisqu'on va parler des cours. Effectivement, on a gagné quand même 50 € par tonne depuis juillet là, sur les cours. On en parle beaucoup d'ailleurs dans les médias. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur les plus hauts niveaux depuis 2012 quand même. On n'est quand même pas sur des bas niveaux, on est sur des hauts niveaux. Alors la vraie question, c'est de savoir est-ce que les cours aujourd'hui, pour les tendre, ils sont bien orientés. Mais est-ce que dans le futur, cela va durer? Est-ce que c'est durablement? Et on a demandé justement à Arthur Portier de nous donner un peu sa prévision. On l'écoute. En raison de quelques déboires climatiques, le prix du blé a repris de sa superbe donc ces dernières semaines, et ce phénomène-là pourrait se poursuivre pour les blés de qualité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de hausse des prix du blé, on parle des hausses du prix du blé meunier. Et aujourd'hui, en raison des problèmes climatiques que l'on a eu au Canada, aux États-Unis, en Russie et également sur une partie de la France, automatiquement, on a des disponibilités en blé de qualité qui se font de plus en plus rares. Donc, pour ce qui est des blés de qualité meunière, avec un PS convenable et à destination donc de l'industrie de la farine notamment, on a des cours du blé qui, à court, moyen terme, pourraient rester soutenus. Bon, Michael, confiant pour le futur? Avec ma casquette de céréalier, oui, évidemment, mais je suis aussi éleveur et je sais que mes coûts de production ont augmenté et j'espère qu'il va y avoir une répercussion réelle sur le marché. Oui, c'est ça. Il va falloir que le prix monte et ça, c'est pas évident, on le sait. Laurent, comment tu vois la situation, toi? Voilà, effectivement, il faut être confiant. Il faut prendre d'abord ce que l'on a. Il faut malheureusement, on doit faire un peu de nombrilisme, mais malheureusement, il faut se réjouir parfois du malheur des autres. Et ce qui se passe aujourd'hui au Canada, ce qui se passe en Russie, fait en sorte que les prix sont tirés vers le haut, donc c'est une bonne chose. Que l'agriculteur français puisse bénéficier et intelligemment se positionner et sur la campagne actuelle et peut-être d'ores et déjà sur la prochaine campagne, qui ont des cours sur les marchés à terme qui sont déjà élevés. Oui, tout à fait. Julien, dans l'Eure-et-Loire, on va miser sur le blé, peut-être plus que jamais encore. Voilà exactement. Puis après, on a quand même des ouvertures pour semer du colza. Donc aussi, on l'a vu avec les cours, c'est aussi une bonne opportunité. Puis dans la gestion de la rotation, c'est aussi intéressant. Et après, je partage ce qui a été dit. Voilà, je pense qu'aussi, on a des prix qui sont porteurs. Espérons qu'il y ait moins de variations. Et je pense que c'est aussi intéressant de s'engager déjà pour l'année prochaine, quoi. On pourrait en parler pendant des heures, mais ça y est, on est déjà arrivé à la fin de notre émission. Alors, Laurent, Julien, Michael, merci beaucoup.